Bonsoir à tous, bienvenue aux Entretiens de Nice, le 4e volet du cycle de conférences interactives voulu par l'EDEC Business School. Ce cycle est fait pour échanger avec vous, public niçois, sur les grandes questions d'économie. Donc, ces entretiens sont organisés en partenariat avec la ville de Nice, dont nous saluons les représentants présents ce soir, et le groupe Nice Matin que je représente. Ce soir, grande question, un sujet qui évidemment est primordial pour notre économie, puisqu'on va parler de formation et plus précisément du financement de l'enseignement supérieur, qui est évidemment pour tout entrepreneur et tout chercheur une question fondamentale, puisque c'est par cette qualité de formation qu'on aura aussi une qualité de ressources humaines disponibles ensuite dans notre économie. Et donc pour évoquer le sujet ce soir, je suis ravie de partager le micro avec Pierre Courtiou, directeur adjoint de recherche au pôle de recherche en économie de l'EDEC Business School. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, ces conférences sont interactives. Vous pouvez réagir donc en direct par SMS. Alors, le numéro est le 06 44 63 07 25. Vous pouvez réagir donc à chaque fois par SMS. Ce numéro, il est gratuit, donc vous n'hésitez pas, il n'est pas surtaxé, il est anonyme. Donc toujours le même numéro, le 06 44 63 07 25. Et pour participer, c'est tout simple. Pour voter, vous envoyez 1 pour répondre oui, ou vous envoyez 2 pour répondre non, ou toutes les questions que nous allons vous poser au fur et à mesure de ces entretiens. Voilà, pendant l'intervention de Pierre Courtiou, vous allez pouvoir évidemment nous nourrir un petit peu de ces sondages en direct. Et puis, toutes les questions que vous vous posez, vous n'hésiterez pas à les écrire par SMS. Nous aurons une séquence d'échange à la fin de cette conférence, de ce débat. Vous pourrez nous poser les questions en direct, mais aussi tout au long de la conférence, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions. C'est le même numéro, donc c'est tout simple, vous l'enregistrez dans votre téléphone, c'est le 06 44 63 07 25. Et puis moi, je lirai ces questions-là, en fait, au fur et à mesure, et je les donnerai à Pierre Courtiou. Merci beaucoup. Je vous cède la parole. Aujourd'hui, le financement de l'enseignement supérieur, toutes les questions que on va pouvoir aborder avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je vais me diriger vers le pupitre et peut-être changer de micro. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de votre intérêt pour le sujet. Donc ce que je vais faire pour entamer ces entretiens, c'est poser la question que nous nous posons ce soir, c'est comment financer l'enseignement supérieur. Donc c'est une question qui est quand même assez compliquée. Et pour la traiter, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par poser quelques éléments du contexte français et ensuite structurer une réflexion, enfin notre réflexion et nos échanges autour de 4 questions. Ces questions, je vous les donne tout de suite. On aura l'occasion de revenir dessus. C'est pas des questions univoques, même si la réponse le sera, parce que ce sera oui ou non, hein, comme Christelle vous l'a expliqué. Mais ce sera un point de départ pour commencer à discuter. Enfin, je pense que ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Alors, la première question que je vais essayer de traiter, qui servira de base à nos échanges, c'est est-ce que l'éducation du supérieur est rentable pour les individus, pour les étudiants? Deuxième question, est-ce qu'elle est rentable pour l'État, pour la collectivité? Troisième question, est-ce que les droits d'inscription, c'est quelque chose qui est équitable ou pas? Est-ce qu'il faut les supprimer, les augmenter? Enfin, la dernière question, c'est est-ce que les droits d'inscription et le montant supplémentaire à acquitter que cela implique, est-ce que c'est en lien? Est-ce que ça explique le surendettement étudiant? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est forcément lié? C'est ces questions-là qu'on va traiter ensemble, qu'on va essayer de discuter ce soir. Donc la première diapo que je vous propose, s'appelle « Comprendre les enjeux du financement d'enseignement supérieur ». Donc ça fait partie de ces éléments que je vous ai cités tout à l'heure qui vont nous permettre de faire un point rapide sur le contexte français. Donc le premier élément qu'on peut citer, c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche qui représente 23,9 milliards d'euros en 2017. Donc c'est un budget qui est relativement important,
dans le budget de l'État. Quand on compare par exemple au budget lié à l'école, à l'enseignement primaire et secondaire, qui est de l'ordre de 50 milliards, ça vous donne un ordre de grandeur, un ordre d'idée. Le budget de la défense, qui est de l'ordre de 41 milliards, de 32 milliards, pardon, excusez-moi, ou même la charge de la dette et les effets de trésorerie qui sont de l'ordre de 41 milliards. Donc c'est un gros poste du budget de l'État. Donc c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Un deuxième point qui va caractériser le système d'enseignement supérieur français, c'est un ensemble de cursus qui sont hétérogènes. Donc vous voyez, entre parenthèses, j'ai cité ces cursus, les BTS, les universités, les prépas, les grandes écoles. Donc évidemment, ces diplômes renvoient à des carrières qui peuvent être assez différentes en termes de niveau de salaire, en termes de risque de chômage. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que les dépenses par tête d'étudiant sont également très variées selon ces cursus. Pour un niveau de licence, une deuxième année de licence, en droit ou en économie, qui sont les matières les moins chères, l'État va dépenser entre 5 000 et 6 000 euros par tête d'étudiant, donc pour 2 ans. Alors que pour un BTS, l'État dépensera 4 fois plus. Pour une prépa, c'est plutôt de l'ordre de 6 fois plus. Quand on regarde après le niveau licence, donc au niveau master par exemple, vous allez avoir dans les grandes écoles de commerce qui en général sont payantes et à la charge des familles et des étudiants. Vous avez les écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup moins chères et pour lesquelles le niveau des dépenses publiques par tête d'étudiant est à peu près du même ordre que pour les prépas. Donc ça veut dire 6 fois plus que pour une année de licence. Et en même temps, quand on segmente ce secteur des grandes écoles d'ingénieurs et qu'on regarde les très grandes écoles d'ingénieurs, je ne vais pas toutes les citer, mais Polytechnique, Centrale, ce genre d'écoles, vous allez avoir en moyenne un coût, un investissement de l'État par tête d'étudiant qui va être 3 fois supérieur à ces écoles d'ingénieurs, on va dire moyennes, autres que ces écoles d'élite. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une palette très large d'investissement par tête d'étudiant et par année. Et ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que dans le cursus éducatif, bien évidemment, il va y avoir des polarisations. Ces effets vont s'accentuer. En général, ceux qui sont dans les meilleures écoles d'ingénieurs sont passés par des prépas, donc ont cumulé un investissement par tête public très important. Donc c'est cet élément-là, ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête quand on discute de ces questions. Autre élément, les stratégies donc ce que j'ai noté, c'est des stratégies de long terme favorables au développement de l'enseignement supérieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans le cadre européen, on incite à développer l'enseignement supérieur. Alors là, ce que je vous ai mis entre parenthèses, Horizon 2020, c'est un programme d'accès à des financements pour de la recherche, alors soit de la recherche publique, soit de la recherche avec des partenariats publics-privés pour faire de l'innovation. Donc ça, c'est des grands investissements européens, mais vous avez d'autres éléments européens. Alors, je vous rappelle que l'objectif de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle les objectifs de Lisbonne, c'est-à-dire de créer une société des savoirs, une société de la connaissance dans laquelle l'éducation est importante et soutient la croissance. L'éducation supérieure notamment est importante et soutient la croissance. Donc il y a des objectifs, alors on parle souvent, vous connaissez sûrement le pacte de stabilité et de croissance, tout ce qu'on nous impose, tout ce que l'Europe nous impose, entre guillemets, sur les déficits publics, sur la part de la dette rapportée au PIB. Donc si on prend donc il y a ces contraintes-là, mais il y a également un certain nombre d'objectifs qui sont plus soft, qui sont plus légers, qui sont des référentiels en quelque sorte. Et dans ces référentiels, donc, ils ont changé de nom, maintenant on les appelle, pour faire européen, EU 2020, Union européenne Horizon 2020, vous allez avoir notamment des objectifs en termes de part
de sortant du système éducatif, de jeunes, dans l'enseignement supérieur. Donc notamment, il y a des objectifs qui fixent à 40% le nombre de personnes diplômées du supérieur entre 30 et 34 ans. Voilà. Donc cet objectif-là est inscrit et commun à l'ensemble des membres de l'Union européenne. Donc l'Union européenne insiste sur cet aspect éducation. Dans les autres dispositifs, dans les autres objectifs qu'il y a au niveau européen, il y a aussi l'idée de réduire en dessous de 10% le nombre de personnes qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme. Donc sur ces objectifs-là, finalement, le contexte français est plutôt favorable. Depuis 2012, on a atteint ces objectifs. Donc la question, c'est plus vraiment ça. La question, ça va être ce qu'on a évoqué au-dessus, hein, les questions qu'on a évoquées précédemment, à savoir cette hétérogénéité, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment on va la traiter, l'hétérogénéité des cursus. Et l'autre élément qui va être intéressant, c'est regarder comment on se positionne, par exemple, face à cet objectif de baisse de la part de personnes sortant du système éducatif sans aucun diplôme. Là, la France s'est fixé des objectifs plus bas que le niveau européen. Elle a repris les objectifs européens en les descendant légèrement. Donc on a dû se fixer un objectif de 9 et quelques %, donc en dessous de cette fameuse barre des 10%. Donc voilà ce contexte, un contexte européen qui favorise ces investissements éducatifs, qui les structure, qui sert de référentiel à cette marche vers une économie de la connaissance, hein, pour reprendre les termes européens habituellement mis en avant. Autre élément du contexte, une progression du nombre d'étudiants. Donc cette progression, elle n'est pas négligeable. Cette année, il y avait 1,6 million d'inscrits. C'est une croissance de 2% par rapport à l'année précédente. Alors 2%, vous voulez me dire, c'est pas beaucoup, 2%. Oui, mais 2%, il faut rapporter ça aussi à notre croissance. Ça veut dire qu'à budget constant ou à budget qui s'ajuste à notre croissance, ça veut dire que finalement on est en train de perdre du terrain en dépenses par étudiant. Donc ce 2% est quand même relativement important. Donc il y a des effets démographiques qui font qu'on a des dépenses liées à notre trajectoire démographique qui vont s'accentuer, qui sont plus importantes que notre croissance. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts d'investissement particuliers et non pas seulement un maintien au niveau de dépenses habituelles de nos dépenses d'éducation. Donc ça, c'est un point aussi qui me semble important. Autre point, pour caractériser le contexte français, c'est des inégalités d'accès liées notamment à l'origine sociale. Donc on a évoqué des inégalités de trajectoire en fonction des cursus. Rappelez-vous, BTS, université, grandes écoles, prépa. En fait, on va retrouver des inégalités, évidemment, je vais dire évidemment, je pense que vous le savez, parce que c'est largement repris dans la presse notamment. Vous savez que l'accès n'est pas le même, les probabilités d'accès ne sont pas les mêmes selon l'origine sociale, qu'on soit d'origine favorisée, intermédiaire ou populaire, ben on n'a pas les mêmes, on ne va pas accéder au même type d'éducation du supérieur quand on y accède. Alors vous avez pas mal d'indicateurs, par exemple on va vous donner la part d'ouvriers, la part d'enfants d'ouvriers à Polytechnique, ou voilà, c'est des choses qui sont régulièrement commentées. Moi je vais retenir un indicateur qui me paraît intéressant, c'est la part de personnes dans une génération qui obtient un diplôme de niveau master, de niveau M2. En fait, elle est de 5% pour la génération 70. Elle a un peu augmenté pour la génération suivante, mais voilà, vous avez l'ordre de grandeur, c'est 5%. Quand on vient quand on est de catégorie intermédiaire, on est à peu près à 5%. On a à peu près cette chance-là d'arriver en master. Par contre, quand on est d'origine populaire, on a 2 fois moins de chances d'arriver en master. Il y a 2,5% des enfants d'origine défavorisée qui arrivent à avoir un diplôme de master. Et quand on regarde les favorisés, là le bond est assez frappant, on arrive à 20%. Donc vous voyez, entre 5 et 20%, 4 fois plus. Je pense que ce pointage sur le niveau master est très intéressant et très important, parce que autant on va retrouver pour chaque niveau, le niveau BTS, le niveau licence, un différentiel en fonction de l'origine sociale, avec mes 3 niveaux là, que je vous décrivais, défavorisés, intermédiaires et très favorisés.
autant cet écart va s'accentuer au niveau master. Donc je pense que c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête quand on discute de ce qu'il faut faire pour financer l'enseignement supérieur. Donc une fois qu'on a posé ces éléments de contexte, bon, qui sont grossiers, je vous l'accorde, mais qui sont importants hein, pour notre discussion, on peut se poser la question, mais qui doit payer? Est-ce que c'est l'État, ce que les économistes vont appeler les administrations publiques? Alors, dans un sens très large, c'est l'État, ça peut être les collectivités locales, les collectivités territoriales, les régions. Est-ce que c'est les étudiants, voire leurs familles, qui doivent les soutenir? En France, en général, on considère que c'est plutôt les familles qui soutiennent les étudiants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, comme les pays nordiques. Et puis, est-ce que finalement, les entreprises doivent aussi mettre la main à la pâte, contribuer d'une manière ou d'une autre à ce financement des ressources humaines qui ont été évoquées en introduction par Christelle? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc vous avez noté qu'il y a eu une petite inversion de diapositive, mais on va reprendre un fil plus clairement maintenant. Donc ma deuxième diapo sur la présentation des enjeux autour de l'éducation du supérieur. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit point sur les perspectives politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on va par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure? Donc sur la question qui faire payer? Les entreprises, les familles, les étudiants ou l'État, la collectivité, le contribuable. Quand on se tourne vers les institutions du type Union européenne, OCDE, Fonds monétaire international, Banque mondiale, ce que ces institutions vont recommander, ces organisations internationales vont recommander, c'est quelque chose du genre, il faut partager. Finalement, c'est des investissements importants, c'est des dépenses très importantes. Donc il faut que tout le monde mette la main à la pâte, que les familles mettent la main à la pâte, les étudiants, voilà. C'est une recommandation, on pourrait dire de bon sens, mais en même temps, quand on se tourne vers ces institutions en disant oui d'accord, très bien, vous avez l'État, les étudiants, les entreprises, mais dans quelle proportion? Et là par contre, quelle est la proportion idéale? Là par contre, vous n'avez pas de réponse. Hein. C'est des questions nationales, des questions de contexte, ça ne relève pas de notre question, des réponses que nous pouvons apporter. Donc c'est ce que j'ai appelé un consensus mou sur l'idée qu'il faut partager, mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion. Donc c'est un indicateur, mais ce n'est pas forcément un indicateur très fort. Donc là c'est sur des perspectives politiques. Hein. C'est des recommandations d'ordre politique. L'autre point sur lequel il y a des enjeux politiques importants, c'est ce qu'on appelle les investissements d'avenir. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc ça a été lancé en 2010, il y a eu plusieurs vagues. Donc c'est un ensemble d'investissements qui comprennent plein de choses, mais il y a un axe, éducation du supérieur. Alors cet axe éducation du supérieur, c'est pour financer des investissements immobiliers. Vous avez peut-être entendu parler de Saclay, l'université de Saclay, où on va regrouper le campus de Saclay, on va regrouper plein d'universités. Voilà, ça fait partie de ces investissements d'avenir. Donc là, en 2016, on a voté une nouvelle tranche. Alors, d'un point de vue technique, on va appeler ça PIA 1, PIA 2, PIA 3. C'est les 3 tranches de projets d'investissement d'avenir. Et le dernier, donc date de 2016, et débloque quelque chose de l'ordre de 10 milliards. Ce n'est pas 10 milliards tout de suite, c'est 10 milliards qui vont s'étaler, mais pour lesquels les universités et d'autres axes aussi vont proposer des projets, et il faudra arbitrer entre ces projets, choisir lequel on met en place, on met en œuvre, etc. Donc il y a aussi l'idée qu'il y a des investissements qui vont être mis en place, qu'il va y avoir une sorte de compétition, qu'il va falloir choisir, qu'il va falloir bien investir. Donc on a bien ces éléments-là en tête, ça c'est la perspective politique qui s'annonce, qui est déjà entamée et qui s'annonce. Autre élément politique qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui s'est passé ces dernières années du côté des aides aux étudiants. Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de ces questions. Ça a commencé avec une promesse du candidat Sarkozy, puis durant le quinquennat, on allait rajouter le 10e mois de bourse, parce qu'un des enjeux pour les étudiants boursiers, donc les plus pauvres, entre guillemets, les plus défavorisés du système, c'est le fait qu'on ne finance pas, par exemple, les mois de vacances. On finance juste les périodes de cours. Donc un des enjeux, ça a été de
mettre en place ces bourses complémentaires. Alors ça a été compliqué, il a fallu le quinquennat pour les mettre, et puis il a fallu les sécuriser aussi une fois qu'on a changé de président, de quinquennat aussi. Et donc en fait, durant les 2 quinquennats, on a vraiment eu ces deux aspects. Enfin, c'était plutôt on a eu cette question des bourses qui était au central. Le quinquennat d'Hollande a aussi beaucoup insisté, il y a eu des grandes commissions sur la condition étudiante qu'il fallait faire. Et finalement, le dernier élément aussi date de 2016, il s'est passé en marge de la loi El Khomri. C'est parti des négociations fortes avec les syndicats étudiants à ce moment-là, et ça a été de négocier le fait que les bourses pouvaient être étendues au-delà de la période d'études. J'ai fini mes études, j'ai eu du temps pour trouver du travail, mes bourses ne s'arrêtent pas, elles peuvent continuer encore 4 mois. C'est ça qui a été négocié. Donc c'est l'idée, on va favoriser l'entrée sur le marché du travail des étudiants, pas seulement des étudiants, parce qu'il y a aussi les titulaires de diplômes inférieurs au bac, le CAP, BEP, tout ça, c'est pour tous ceux qui sortent du système éducatif, mais ça touche notamment les étudiants défavorisés. Donc ça, c'est un des éléments qui ont été mis en place ces dernières années. Ensuite, donc les aides, en général, on met les aides directes, les bourses, mais aussi des aides plus ponctuelles comme les prêts. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une politique qu'on pourrait qualifier de mi-réussite, mi-échec. Alors, sur ce qu'on a appelé les prêts Pécresse, en fait, à l'époque, c'était les prêts OSEO. Donc OSEO, c'est une banque d'investissement public qui finance d'habitude des entreprises, des petites entreprises, des entreprises innovantes et des start-up. Et c'est devenu maintenant, OSEO a changé de nom et est devenu BPI France, Banque publique d'investissement France. Donc l'idée de ces prêts, c'est d'arrêter les prêts d'honneur, qui consistaient à pouvoir prêter à un taux zéro jusqu'à 2000 € pour un étudiant. Donc avec l'idée que 2000 € c'était pas suffisant, donc ce qui avait derrière cette réforme, donc des prêts OSEO ou prêts Pécresse, c'était on va augmenter la part de ce qu'on peut emprunter, donc jusqu'à 15 000 €. En même temps, on met un taux d'intérêt, mais qui sera garanti par l'État, donc bonifié, donc moins cher, un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Et par contre, comme un prêt étudiant, on n'a pas besoin de collatéral, on n'a pas besoin de personne qui va se porter garant du remboursement de votre prêt. Donc voilà, donc ce prêt Pécresse était alors j'ai dit c'est un demi-échec, un demi-succès. Le demi-échec, c'est que c'était quelque part un échec programmé dans le sens où c'était très peu ambitieux, ça devait toucher vraiment, c'était 6 000, ça envisageait de toucher 20 000 étudiants à peu près. Donc par rapport à 1,5, 1,6 million, c'est pas beaucoup, donc c'était un cœur de cible très très petit. En même temps, on n'a jamais atteint cet objectif, on s'est arrêté en dessous, largement en dessous. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de demande équivalente à ce qui avait été anticipé, et en même temps, quand on regarde le montant moyen, ça c'est pour le demi-échec, le demi-succès, c'est quand on regarde le montant moyen emprunté, le montant moyen emprunté donc par ce segment qui a utilisé ce type de prêt, il est supérieur au montant des prêts d'honneur. Voilà, donc, alors on peut se poser la question, parce qu'il existait aussi des prêts étudiants fournis par les banques, qui ont une logique particulière, on peut discuter si ça vous intéresse, pour mettre en place ce type de prêt. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y avait un public pour ça, en tout cas. C'est ça ce qu'on peut, même s'il est petit, c'est le côté demi-succès, donc demi-succès, demi-échec de ces prêts. Par contre, effectivement, on n'a plus parlé après, ce qui s'explique à la fois parce qu'il n'y a pas grand-chose, et que ce n'était pas non plus le métier premier d'OSEO, enfin de BPI France maintenant, qui s'est un peu désintéressé de cette question, qui reste quand même assez microscopique par rapport à ce qui nous intéresse ce soir. Mais c'était important de souligner cet aspect-là. Autre élément de contexte, les droits d'inscription. Est-ce qu'on fait ou non payer les étudiants? Donc là, globalement, tout le monde dit qu'il ne faut pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. En général, c'est compliqué de dire on va faire payer les étudiants, c'est peut-être se mettre à dos la jeunesse, voire provoquer des manifestations, etc. Donc c'est sûrement
personne ne s'est risqué à ça. On peut même dire que en 2013, en 2016, on a institutionnalisé cela. Hein, parce depuis 2013, on a en principe ce qu'on appelle une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur. C'est la STRANES que vous avez sur le diapo. Donc c'est quoi cette STRANES? En fait, on a mandaté un certain nombre de personnes qui ont construit un référentiel, une stratégie qui va servir à donner les grandes lignes pour l'enseignement supérieur et sa réforme ou son développement dans les années à venir. Alors, pour le coup, c'est une procédure qui était très longue. On a beaucoup attendu le rapport final. C'était lancé en 2013, on a attendu jusqu'en 2016. Et ce rapport de la STRANES s'est construit sur la consultation de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Ça veut dire la conférence des présidents d'université, les directeurs d'écoles de commerce, d'ingénieurs, les syndicats étudiants, des syndicats enseignants, etc., etc. Les régions, il y a plein de personnes qui ont participé à cette commission, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais par contre, ce qui en est ressorti sur les droits d'inscription, en tout cas, c'est on fait rien. Ni on les baisse pas, on les supprime pas, on les augmente pas non plus. Donc pas de choix stratégique clair, un peu un statu quo. Et donc ça, c'est 2016, donc c'est le résultat de la mise en place de cette stratégie durant le quinquennat de Hollande. On peut dire quelques mots sur ce qu'avait envisagé Emmanuel Macron dans ce cadre-là. Il a affiché en début de campagne, je ne sais pas si ça va continuer après, mais il a affiché « on ne touche pas aux droits d'inscription, j'ai d'autres projets pour l'enseignement supérieur, mais les droits d'inscription, je n'y touche pas. Statu quo également ». Donc ici, sur ce point-là, il reste calé à cette stratégie qu'on a évoquée, la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, la STRANES. Alors, pas d'augmentation des droits d'inscription, et en même temps, c'est ce que je mettais après là, 2 petits points, des demandes pressantes de certains segments de l'enseignement supérieur. Alors, c'est une manière de dire que, durant ces consultations de la STRANES, finalement, les directeurs des écoles d'ingénieurs ont un peu râlé, parce qu'ils disaient on a besoin de se positionner sur le marché international, on n'augmente pas nos dotations, il faudrait quand même penser à nous donner des sous, si vous n'avez pas de sous, nous c'est pas grave, on peut faire payer, on peut augmenter les droits d'inscription. C'est une manière de trouver des financements et ce sera une manière de se positionner, de faire les investissements nécessaires, les investissements pédagogiques nécessaires pour avoir de bons étudiants et avoir une réputation internationale. Donc il y a ce discours-là qui dit, voilà, d'accord, il y a des contraintes budgétaires, mais dans ce cas-là, on augmente les droits d'inscription. Ce discours a été aussi porté en 2009 par une partie de la conférence des présidents d'université, tous les présidents d'université réunis entre eux, donc pas l'ensemble, mais un sous-groupe qui avait travaillé sur ces questions-là, sur les questions du financement et des droits d'inscription. Donc voilà, vous avez on va dire des voix un peu discordantes du côté des acteurs, enfin en tout cas il y a certains segments de l'enseignement supérieur qui disent, voilà, cette stratégie-là, c'est pas sûr que ça marche, en tout cas on n'est pas forcément d'accord. Et on a aussi d'autres stratégies qui sont évoquées sur la ligne d'après, donc des expériences de droit d'inscription différenciées au niveau des établissements. Ça veut dire quoi? Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'établissement le plus novateur de ce point de vue-là, c'est Sciences Po, qui en 2003 a lancé des droits d'inscription différenciés selon le revenu parental. Voilà, donc si vous êtes selon le revenu de vos parents, selon ce qu'ils déclarent aux impôts, vous allez avoir soit des droits d'inscription très élevés, soit des droits d'inscription nuls ou très faibles. Voilà. Donc ça, c'est avec l'idée que ça va jouer ça va rétablir une forme d'équité entre les différentes origines sociales, voilà, pour favoriser l'accès des plus défavorisés à ce type ne pas surcharger les plus défavorisés qui accèdent à ce type d'enseignement. Alors ça s'est répandu dans d'autres IEP, dans d'autres Sciences Po de province, c'est quelques années après quand même. Et puis plus récemment, nous avons eu Dauphine qui a mis ça en place, donc c'est cette année, donc l'année dernière, et donc une université qui n'en est plus une, puisqu'elle n'a plus le statut d'université, mais voilà, donc ces logiques-là sont en train s'installent aussi, ça fait partie du paysage maintenant. Depuis 2003, c'est vraiment des choses qui se sont installées. Donc voilà, j'ai fini un petit peu avec ces éléments de contexte.
Et ce que je vous propose de faire, parce que je suis économiste, hein, je ne suis pas ni philosophe, ni juriste, ni sociologue, c'est de porter un regard économique sur ces questions-là. Alors, un regard économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les dépenses d'enseignement supérieur comme un investissement. Donc un investissement pour les acteurs qu'on a évoqués précédemment, les acteurs dont on voudrait savoir finalement est-ce qu'il faut qu'ils payent, dans quelle proportion, c'est-à-dire l'État, les étudiants, leurs familles et les entreprises. Donc c'est ces questions-là qui vont m'intéresser, enfin c'est le regard que je vais vous proposer ici. Et donc ça veut dire faire le point sur les retours sur investissement et qui bénéficie finalement de ces investissements. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est des questions compliquées, donc il n'y a pas de réponse univoque, il n'y a pas ce qu'apporte la science économique, mais il y a des éléments, on va dire, qui vont éclairer ces débats. C'est plutôt, il n'y a pas de... quelque part, si vous répondez oui ou non, ce ne sera pas du vrai-faux. Ça peut être interprété. Et ce que je vais chercher à faire, c'est vous préciser, avec un point de vue économique, comment on peut illustrer l'un ou l'autre de ces questions. Mais pour ça, en fait, je vais vous proposer de commencer nos interactions, c'est ça hein? Nos interactions avec une première question, c'est ça, effectivement, et ce qui va nous permettre de cheminer au fur et à mesure dans cette conférence ensemble, après ce contexte posé par Pierre Courtiou. Première question, est-il rentable pour les individus de faire des études supérieures ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser pour ouvrir les débats. Alors, vous réagissez en direct par SMS. Le numéro, je vous le rappelle, est le 06 44 63 07 25. 06 44 63 07 25. Si vous pensez qu'il est rentable pour les individus de faire des études supérieures, vous envoyez 1. Et si vous ne le pensez pas, si vous pensez qu'il n'est pas rentable pour les individus de faire des études supérieures, vous envoyez le 2. Je vous rappelle, hein, le numéro est non surtaxé et il est complètement anonyme, donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Alors le 8 à 87,5%, on en est tous convaincus, il faut faire des études supérieures. Cette réponse-là, en fait, elle correspond vraiment à ce que pensent les économistes. Enfin, quand vous demandez à un économiste très simple, il va vous dire, voilà, j'ai en tête les chiffres de l'OCDE sur les rendements privés d'éducation, ce que je vais vous présenter après. Donc, vous avez un raisonnement d'économiste. En tout cas, la majorité d'entre vous, l'écrasante majorité d'entre vous, a un raisonnement d'économiste. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous présenter après. Les rendements... Ah oui. Il faut que j'attende parce qu'il y a un petit délai pour revenir sur nos diapos. Donc peut-être d'abord essayer de vous présenter ce que c'est que les rendements privés. Pourquoi finalement un économiste vous dirait oui, de toute façon, ça rapporte de faire des études supérieures. Alors la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que j'investis quand je fais, quelle est ma dépense d'investissement quand je fais des études et qu'est-ce que ça va me rapporter. Donc pour ça, ce rendement privé, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer la différence entre mon revenu, à tous les âges de ma vie, et quand j'ai fait mes études et quand je les ai, dans le cas où je ne les aurais pas faites. C'est-à-dire qu'on va comparer le revenu, par exemple, après le bac, je décide de travailler, donc je vais avoir un salaire, donc j'ai un revenu positif, que je vais comparer à un revenu nul, puisque si je continue mes études, le cas contraire, le cas qui servira de mesure, ce sera le fait de poursuivre ses études. Donc, ce qui va se passer, c'est que pourquoi il y a des rendements positifs? Parce qu'en début de cycle de vie, plutôt de cycle éducatif, durant la période d'éducation, l'étudiant décide de ne pas se porter sur le marché du travail, donc il ne gagne pas d'argent, alors qu'il aurait gagné de l'argent s'il avait travaillé tout de suite. Et en même temps, il va gagner plus d'argent plus tard, parce que, à un moment, quand il se mettra à travailler, il gagnera plus que celui qui n'a pas fait d'études. C'est ça ce mécanisme. Alors évidemment, comme on parle de rendement, plus c'est proche dans le temps, plus ça rapporte, plus c'est loin dans le temps, plus c'est incertain et lointain, et moins ça va jouer sur le taux de rendement. Donc là, ce que vous propose l'OCDE sur ces questions-là, en général, c'est le calcul de taux de rendement interne. Donc c'est un peu plus technique, mais ça
mais ça peut être lu comme un taux de rendement. Voilà. En gros, on peut comparer les rendements d'investissement et dire, bah voilà, ça rapporte tant, ou plus ou moins, c'est supérieur à la croissance ou inférieur à la croissance, c'est supérieur au taux d'intérêt ou inférieur au taux d'intérêt, et si c'est supérieur à tout ça, c'est que c'est rentable. C'est ça l'idée. Donc là, sur ce tableau, bon, j'ai aperçu certains d'entre vous qui plissaient les yeux, parce que peut-être que vous cherchez la France, je vous expliquerai après pourquoi elle n'y est pas. Donc sur ce tableau, on s'aperçoit que les rendements sont quand même très élevés. Ce qu'un économiste va avoir en tête, c'est soit le taux de croissance, si c'est un macroéconomiste, s'il est plutôt finance, il va avoir en tête le taux d'intérêt. Donc vous allez, et là on est largement au-dessus de ces 2%, alors les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, mais donc on est largement au-dessus de ça. Donc c'est des rendements très très importants d'un point de vue économique, c'est vraiment très très important. Si on parle comme un financier, on va dire que l'éducation supérieure, elle surperforme tous les autres types d'investissements. Comparer 10% en Australie en 2011 au taux de croissance, c'est pas, voilà, ça illustre un petit peu cet effet-là. Donc qu'est-ce qui va jouer sur ce rendement? Vous voyez qu'il y a une différence entre les pays qui peut être relativement importante. Peut-être aussi une précision, l'OCDE présente des rendements pour les hommes et pour les femmes parce qu'il y a des questions d'égalité, de genre qui sont au cœur du questionnement de cette institution, de cette organisation internationale. Donc l'idée qu'il faut aussi éduquer les filles, parce qu'il n'y a pas que les pays riches, entre guillemets, à l'OCDE. Voilà, donc c'est des questions qui traversent le questionnement sur les salaires, sur les inégalités au sein de l'OCDE, et donc on retrouve cette distinction ici. Donc au passage, le fait que les rendements des femmes soient inférieurs, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie au fait qu'elles ont des salaires plus faibles sur le marché du travail. Ça, c'est relativement grave. Et donc, il faut entendre cette question-là, justement, et l'OCDE se charge de la mettre bien en avant. Et autre élément, c'est aussi, si vous vous retirez du marché du travail, par définition, pour élever vos enfants, par exemple, si une période plus ou moins longue, c'est une période qui n'apportera pas de salaire, qui va jouer sur le rendement. Donc cette différence, elle s'explique en partie liée à ça. Donc ce qui va jouer sur les rendements privés, ça va être le fait qu'il y ait des droits d'inscription élevés. Si vous avez des droits d'inscription élevés, c'est une dépense tout de suite importante. Le fait qu'il y ait une fiscalité progressive, alors je vous demande de réfléchir à ce que ça veut dire, cette fiscalité progressive. Ça veut dire que ceux qui sont plus riches vont payer plus d'impôts. Donc ça veut dire que le différentiel entre les personnes les moins éduquées sur le marché du travail et les revenus des plus éduqués va se réduire. En gros, un impôt progressif se traduit par des rendements plus faibles. La différence entre le fait d'être éduqué et pas éduqué, en termes de salaire net, après impôt, sera plus faible. Et là, c'est des chiffres qui tiennent compte de cet effet impôt sur le revenu. Donc il y a l'effet de la fiscalité progressive, aussi l'effet du chômage. Quand vous êtes au chômage, vous ne touchez pas de revenus, donc vous avez, si les faibles diplômes sont plus souvent au chômage, ils auront un taux de rendement inférieur parce qu'ils auront moins de revenus durant cette période. Par contre, si vous avez des allocations chômage, une couverture chômage qui est relativement efficace, cet effet du chômage va se diluer. Et vous allez atténuer les rendements entre la différence entre les diplômés et les non diplômés, et donc ces fameux rendements de l'éducation supérieure. Voilà. Donc pour comprendre un petit peu ce tableau et ce qu'il représente, alors la France n'est pas là. La raison en est que le gouvernement français ne voulait pas que la France apparaisse dans ce tableau, parce qu'il y a des enjeux politiques importants, des enjeux de classement, etc. Donc voilà, ça n'apparaît pas. Alors il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Toutes les méthodes statistiques sont critiquables. La raison pour laquelle la France est mise en retrait, c'est des raisons techniques, elle met en avant des raisons techniques. Bon, après, ça peut être une question
Donc ça, c'est pour les derniers chiffres. En fait, si on regarde des rapports de l'OCDE plus anciens, on va trouver des taux de rendement que je m'empresse de vous donner pour les hommes, qui étaient de l'ordre de 12,2% pour les hommes sur la période 99-2000 et de 8,4% pour 2004. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'échelle dans ce panel de pays. Alors un point sur lequel je voulais aussi insister, c'est quand vous regardez les deux dernières lignes, le Royaume-Uni et la Suède. Vous voyez qu'il y a une grande différence de rendement qui va, prenons par exemple 2011, qui est l'année disponible, 16% pour les hommes au Royaume-Uni, 8% pour les hommes en Suède. Donc là, ça renvoie bien à ce que j'évoquais. En fait, il y a le niveau de vie en Suède, le niveau de vie moyen est élevé, mais le fait que les impôts soient élevés, qu'il y ait aussi des politiques de fixation des salaires qui soient relativement égalitaires, ça fait partie des politiques des pays nordiques. Vous allez retrouver la même chose au Danemark. Si vous, le fait qu'il y ait une fiscalité importante et redistributive, par définition, ça va atténuer les différences entre diplômés et non diplômés. Donc le rendement des études, par construction, sera inférieur, sera plus faible. Donc là, dans cette diapo, je vais vous mettre devant quelques éléments qui vont nuancer ce que j'ai dit. Donc qui pourraient, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui pourraient satisfaire les quelques noms qui ont répondu au sondage tout à l'heure. Donc, au-delà de ces rendements moyens, il y a des diversités de trajectoires individuelles. Vous allez avoir des gens qui vont connaître plus que d'autres le chômage. Et puis quand on a connu le chômage une fois, en général, c'est plus difficile de rentrer sur le marché du travail, même si on est diplômé. Donc vous allez avoir des effets individuels qui peuvent être très différents de cet effet moyen. Donc là, les deux derniers carrés sont tirés d'une étude, on va dire académique, qui essaie de, au-delà de cet effet moyen, regarde la distribution des rendements. Donc vous voyez que le graphique, là, c'est en anglais, c'est technique, etc. Mais l'idée, c'est que vous avez la répartition. Je ne sais pas si je peux pointer avec ça. C'est l'autre sens. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Non, donc je ne vais pas pouvoir pointer. Je suis désolé. Donc je prends un petit peu de recul. Donc ce que vous avez là entre 0 et 80 sur l'axe des abscisses, c'est le taux de rendement. Donc ça veut dire que vous avez une partie très faible des individus qui ont un rendement de l'ordre de 80%. Et puis la majorité, j'allais dire, c'est ceux qui sont sous cette grande courbe, et donc qui ont des rendements autour du rendement moyen, c'est-à-dire 13,7%. C'est au niveau de 13 à peu près. Donc ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est effectivement de montrer cette dispersion. Derrière cet effet moyen, il y a une grande dispersion. Et puis aussi le fait que, vous voyez qu'il y a un zéro là. Et il y a aussi des gens derrière ce zéro. Il y a des rendements négatifs. C'est ce que rappelle la dernière ligne. La part des rendements négatifs, dans cette étude, on l'avait évalué à 3,5%. C'est quoi des rendements négatifs? Ça veut dire que la trajectoire de l'individu est moins rémunératrice que la trajectoire moyenne d'un non-diplômé du supérieur. Voilà. Donc on peut considérer que c'est faible, on peut considérer que c'est suffisamment élevé pour être important. Voilà. Donc là, excusez-moi, on l'avait évalué à 3,5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études ne sont pas rentables tout le temps pour tout le monde. Il y a un risque. C'est ça qui me paraissait important de souligner. Il faut aussi également avoir en tête que, évidemment, cette sensibilité au risque ne sera pas la même selon votre origine sociale. Ça nous renvoie aux questions qu'on avait évoquées en début de présentation. Les individus qui ne pourront pas être soutenus par leur famille vont y réfléchir à deux fois s'il y a un risque avant d'entamer des études supérieures. Donc ce que ça peut illustrer aussi, c'est le fait que ce n'est pas forcément si rentable que ça. Si on est sensible au risque, et quand on est d'origine défavorisée, on peut être plus sensible au risque que les autres, ce n'est pas forcément si rentable que ça. Il y a un risque qui peut être considéré comme non négligeable, si on y est sensible. Voilà.
C'était le point que je voulais apporter pour nuancer un petit peu ce que je vous ai présenté avant sur le fait que quand même, faire des études, ça rapporte pour les individus. Donc ça débouche sur une question complémentaire, puisqu'on a traité des individus. Et tout à fait. On a vu qu'effectivement, on pouvait se poser la question de savoir si c'était rentable pour les individus, mais pour l'État. Les dépenses d'enseignement supérieur sont-elles rentables pour l'État? Alors, on va vous faire réagir, toujours par SMS, au 06 44 63 07 25. Si vous pensez que c'est rentable pour l'État, vous envoyez 1. Si vous ne le pensez pas, vous envoyez 2. Si vous pensez que ce n'est pas rentable pour l'État, vous réagissez. J'ai eu une question tout à l'heure envoyée par un de nos internautes qui s'interrogeait tout simplement sur l'intérêt de faire ce sondage compte tenu qu'on était très peu. Alors, même si on est 2, la liberté d'expression, le savoir ce que vous pensez est important. Et ce n'est pas le nombre d'individus qui fait la pensée, mais sa qualité. Et on pense que vous êtes un public de qualité et ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Donc, une bonne base de départ et on va rapidement, puisque vous êtes peu, justement, on ne va pas y passer 3 heures à attendre que vous répondiez. On va voir tout de suite, c'est très équilibré, 50-50. Il y a peut-être que 2 personnes qui ont répondu, donc oui, non. Pour autant. Alors là, cette question-là, en fait, il y a plusieurs manières de la traiter. Il y a plusieurs éléments. Donc deux aspects généralement présentés dans les rendements publics. Est-ce que ça rapporte pour l'État? Il y a 2 questions que distinguent les économistes, ce qu'on appelle les rendements publics et les externalités. Alors, les rendements publics, c'est la différence entre ce que l'étudiant aurait rapporté en impôts avec et sans diplôme. Donc vous voyez, finalement, ça veut dire que cette question-là du rendement public, elle va dépendre de la structure des impôts, du niveau de redistributivité des impôts, de quelle est sa forme, qui paye, comment. Et puis naturellement du lien entre diplôme et revenu. Donc on est encore dans du contextuel. Donc ça explique aussi la difficulté, on revient à cette difficulté des institutions internationales qui disent oui, bon, on fait du cost sharing, on fait du partage des coûts, mais ne nous demandez pas exactement de savoir combien c'est. Donc il y a cette première partie rendement public, et il y a un concept on va dire très technique, enfin il renvoie des intuitions d'économistes, mais c'est un mot barbare d'économistes, les externalités. Donc qu'est-ce que c'est que les externalités? Il y a une petite définition en dessous, c'est dans le cadre de l'éducation d'un individu entraîne une augmentation du bien-être ou de la productivité d'autres individus autour de lui, sans que ce bénéfice soit reconnu par le marché et donc rémunéré. Donc ça peut paraître un peu étrange, c'est peut-être mieux de l'illustrer avec quelques éléments pour comprendre l'enjeu. La santé. La santé, je prends un exemple un peu caricatural, mais si vous savez lire une notice, si vous comprenez ce qu'il y a sur une notice de médicament, il y a moins de chances que vous vous trompiez dans la posologie et que vous fassiez une bêtise. Voilà. Donc c'est pas un effet qui est directement lié à l'éducation, mais si ça joue sur votre santé, ça va jouer aussi sur la santé de vos enfants ou de vos proches, quand vous allez lire la notice, ça va jouer sur... voilà. Donc il y a des effets d'entraînement qui vont au-delà de la simple éducation, du simple niveau d'éducation. Donc là j'ai pris un exemple qui pourrait marcher pour n'importe quel niveau d'éducation, pas forcément l'éducation du supérieur, mais voilà, c'est des effets donc, qui vont au-delà de l'individu lui-même. Par exemple, vous allez réussir à comprendre le sens de la file dans un hôpital et pas perdre de temps et arriver tout de suite dans les urgences et ne pas trop attendre. Voilà. Et donc vous allez être sauvé au lieu d'attendre, de vous tromper ou de ne pas bien réagir. Voilà. Donc il y a des choses de cet ordre-là. Donc ce qu'on cite généralement comme champ dans lequel les externalités sur l'éducation jouent, il y a la santé, la participation démocratique. Et quand on est éduqué, on a envie de participer, ça entraîne des choses, et donc on va aider à faire avancer les débats. Le respect de l'environnement, en général, c'est comme la santé, on comprend mieux les choses quand on est éduqué. La réduction de la criminalité également, on a une capacité de projection, donc on va être moins dans l'agression des autres.
c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est des éléments qui sont mis en avant par les économistes et qu'on tente de mesurer. Un élément qui me paraît aussi important, le capital social, l'éducation des enfants des diplômés. Quand on est diplômé, on fait attention aux études de ses enfants, on essaye de les pousser aussi à suivre leurs études. Pas forcément à jouer tout le temps sur la tablette, mais c'est vrai que dans une audience comme ça, c'est toujours difficile. Mais donc c'est déjà bien de s'intéresser à la suite de son cursus. Donc voilà, c'est des autres éléments qui peuvent jouer sur l'externalité. Donc pour ceux qui sont à l'arrière, nous avons un jeune enfant dans cette assemblée qui s'intéresse vraiment à ces questions, et comme vous vous en doutez. Et donc je plaisantais en fait là-dessus. Donc on a avec les externalités une vision un peu moins comptable finalement de... Alors je ne sais pas si le terme comptable, pour moi le terme comptable c'est pas moins comptable, disons que ça renvoie à moins à des choses directement mesurables. Et concrètement ce que j'évoquais, c'est des choses qui sont moins palpables, et de fait, même si les économistes cherchent à les compter, à savoir quel est le niveau d'externalité, c'est beaucoup plus difficile de le mesurer. Parce que ça renvoie, il y a plein de dimensions, donc on va dire que les économistes aimeraient bien que ce soit plus comptable, et essaient de rendre le plus comptable possible. Alors justement, où en sont les rendements publics? Alors les rendements publics, je vous ai préparé un petit diapo. Les rendements publics, en fait, c'est comme les rendements privés, on va les trouver, on va trouver un calcul de ces rendements dans les publications de l'OCDE. Donc là, ce que j'ai repris, c'est les publications de l'OCDE sur les rendements publics. Donc vous voyez ici qu'ils sont globalement relativement élevés. En fait, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que s'il y a des revenus importants pour les diplômés et qu'il y a un système d'imposition moderne, entre guillemets, ils vont payer des impôts, donc ils vont payer plus d'impôts, donc ça va jouer sur les rendements. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire un petit exercice de réflexion sur qu'est-ce qui se passe si dans un pays ou dans un pays imaginaire dans lequel il y aurait des diplômés, des non-diplômés, et où l'impôt ne serait pas proportionnel, mais il serait forfaitaire. Toutes les personnes paieraient tous les ans 500 € d'impôt, ou 1000 € d'impôt, je sais pas, 500 € d'impôt. Dans ce cas-là, si ce 500 € d'impôt est inférieur au niveau moyen du revenu des diplômés, il n'y aura pas de rendement public de l'éducation. Ils ne vont pas payer plus d'impôts que les non-diplômés. Donc, par définition, il y aura un rendement zéro. Donc, ce qui construit ce rendement public, c'est bien le fait qu'il y ait des différences de revenus, mais également des différences d'imposition sur ces différentes tranches de revenus. Donc la progressivité de l'impôt va jouer aussi sur ces rendements publics, sur le niveau de ces rendements publics. Donc ce qu'on peut aussi indiquer, c'est que la disparité des rendements est beaucoup plus grande que dans le cas qu'on a présenté avant des rendements privés. Donc il n'y a pas de chiffres pour la France, et comme je n'ai pas calculé moi-même des chiffres pour la France, on peut imaginer que c'est quelque part entre le Royaume-Uni et la Suède. Donc j'en viens maintenant à la deuxième partie, ces fameuses externalités qu'on évoquait. Donc la littérature économique a du mal à fournir des estimations consensuelles sur les différents effets externes, les externalités, donc ils concernent l'éducation en général ou l'enseignement supérieur en particulier. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de consensus sur... Il n'y a pas de mesure commune, les économistes ne sont pas forcément d'accord sur la mesure. Alors ça veut pas dire que c'est des questions d'opinion, ça veut dire que la mesure va dépendre du protocole de mesure, du protocole d'estimation, elle va dépendre de la question à laquelle on s'intéresse, des données qu'on utilise, quelle période, voilà, donc, et on a une très grande variation de ces effets externes. Parfois, même de manière contre-intuitive, on trouve des externalités négatives. L'éducation jouerait négativement au niveau agrégé. Alors il y a des gens qui vont trouver des explications, mais voilà. Donc c'est pas forcément l'éducation du supérieur, là on peut parler aussi d'éducation en général. Ces effets externes sont très difficiles à comptabiliser, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et donc par définition il n'y a pas de consensus.
Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de consensus, on va dire, scientifique, hein, mais on peut quand même imaginer, enfin, je veux croire que l'éducation supérieure a quand même des effets externes importants. Et donc, je vous propose, là, pour nous fixer un peu les idées, pour avoir des ordres de grandeur, un auteur qui est relativement connu et qui a travaillé sur ces sujets-là. Bon, donc, encore une fois, ça ne fait pas consensus. On peut tout à fait discuter des taux de rendement qui sont proposés dans la deuxième partie des diapos, mais ça peut nous donner un ordre de grandeur entre notamment sur les différences entre rendement privé et rendement public et rendement des externalités. Donc McMahon en 2006, donc sur l'ensemble des pays de l'OCDE, estime à 8,5 les rendements publics de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le tableau qu'on a vu avant pour l'ensemble des pays de l'OCDE, et les rendements additionnels liés aux externalités, donc il a une liste d'externalités dont il tient compte, à 2,5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces rendements d'externalités sont quand même a priori moins élevés de toute façon que ces rendements publics. En tout cas, on peut raisonnablement, si on croit qu'il y a des externalités positives, raisonnablement penser ça, même si, encore une fois, c'est sujet à débat et il n'y a pas de consensus sur la mesure de ces effets. Donc une fois qu'on a évoqué ces questions, on sait pas, on n'est pas plus avancé. On sait pas, est-ce qu'il faut faire payer l'État parce qu'il le touche beaucoup? Est-ce que c'est lui qui doit financer? Est-ce que c'est les individus? Bon. Sur ces questions, comme on n'est pas plus avancé, je vous propose de prendre votre opinion. Hein, c'est peut-être le... Et oui, et de voir si effectivement il faudrait tout simplement supprimer les droits d'inscription. Est-ce que ce serait plus équitable de supprimer ces droits d'inscription? Est-ce que ça permettrait de répondre davantage à la question? Donc vous réagissez en direct par SMS au 06 44 63 07 25. Est-il équitable de supprimer les droits d'inscription? Si vous le pensez, vous envoyez 1, et si vous pensez l'inverse, vous envoyez 2. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à nous les envoyer également par Internet. Une question en attendant les réponses. Le financement de l'enseignement supérieur est-il un indicateur statistique dans le classement des meilleures universités du monde? Quel rendement en fait Le financement de l'enseignement supérieur, effectivement. Est-ce que c'est un indicateur qui entre dans les statistiques? Non, en tant que tel, non. On est vraiment sur des questions complètement différentes. En général, sur les classements, ce sont des indicateurs qu'on va objectiver, qui sont, dont les différents producteurs de classement fournissent la liste. Et d'ailleurs, en général, les différentes universités et établissements participent pour répondre et être classés. Et c'est plus ou moins une méthode plus ou moins ouverte et plus ou moins publique de ces classements. Et après, le mode de financement a priori ne rentre pas dans ces questions. Après, sur les systèmes nationaux, on peut penser qu'il y a des effets liés aux différents choix de mode de financement, mais aussi au-delà de ça, des choix de construction de filières, de pédagogie, d'insistance sur tel ou tel type de cursus. La politique de l'Australie en voulant mettre les sciences de l'ingénierie très en avant dans les années 90 est un point important. Le fait, à contrario, que la Thaïlande insiste sur les études littéraires qui sont très très importantes là-bas, c'est aussi autre chose. Voilà, donc il y a des stratégies nationales qui vont jouer sur ces classements et sur les systèmes universitaires en général. Alors on l'a vu dans votre présentation, la question des droits d'inscription effectivement a fait partie des évolutions politiques. Est-il équitable de supprimer les droits d'inscription? On regarde les réponses. Là aussi c'est très partagé, 50-50. Alors 50-50, bon là pour le coup on est vraiment dans une égalité presque parfaite. Si je me pose ces questions d'un point de vue économique, on peut se la poser d'un point de vue moral, hein, on peut se la poser d'un point de vue philosophique. D'un point de vue économique, ça va consister à
discuter de l'efficience des marchés et de la présence ou non d'externalités positives, ce que j'évoquais précédemment de manière assez compliquée, le lien avec l'absence de comptabilité. Donc vous voyez tout de suite que, par définition, l'efficience des marchés, le niveau d'externalité positive, c'est des questions qui sont très très controversées. Donc là, le fait qu'il y ait un équilibre, finalement, reflète peut-être un peu ce qu'il y a, les différentes opinions qu'il y a dans la société. Je pense que effectivement, c'est pas très... Il n'y a pas de choses qui se dégagent aussi facilement que pour les romans privés, par exemple. Ça me paraît une évidence. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de lister, en quelque sorte, les arguments pour ou contre les droits d'inscription. Alors, je l'ai présenté comme une sorte d'enchaînement. Je ne sais pas si c'est un peu comme dans les déjeuners de famille. Il y a toujours deux beaux-frères qui, en général, c'est des beaux-frères, qui ont des discussions politiques. Il y a toujours un qui est de droite, un qui est de gauche. Ils aiment bien discuter. Et puis, s'ils sont un peu extrêmes, ça peut finir en pugilat. Mais donc là, c'est un petit peu ça va peut-être vous évoquer des choses. Ceux qui ont déjà assisté à des dîners de famille dans lesquels on discute de ces sujets, ça peut leur rappeler des choses. Oui, mais. Pardon ? C'est le oui, mais. Donc le premier élément qu'on peut mettre en avant pour conserver, voire augmenter les droits d'inscription, c'est l'idée qu'un accès gratuit crée une rente pour ceux qui accèdent à l'enseignement supérieur et fait contribuer les non-diplômés les plus modestes indirectement. Pourquoi ? L'idée, c'est les non-diplômés, ils n'accèdent pas à l'enseignement supérieur et en même temps, ils vont payer des impôts. Alors, ils paieront moins d'impôts, mais concrètement, leur effort, il va servir à financer les investissements publics qui sont massifs, qu'on a évoqués au début de cette présentation. Donc, ils bénéficient d'une rente. Le fait quand on le finance par l'État, quand c'est l'État qui le finance, quand c'est l'impôt, et donc quand il n'y a pas de droit d'inscription, ça crée une rente. Alors là, vous avez le autre code couleur, maintenant on passe sur le rouge. Oui, mais l'accès payant va rendre inaccessibles les études aux personnes d'origine modeste. Quand on est d'origine modeste, payer des droits d'inscription, même s'ils ne sont pas forcément conséquents, ça peut stopper le fait de poursuivre ses études. Donc c'est un vrai problème, et les plus pauvres ne participeront pas au système d'enseignement supérieur, et c'est un risque qu'il faut tenir compte. Alors là, vous avez donc l'autre beau-frère qui va vous dire « Oui, mais les étudiants peuvent financer leurs études par des prêts, qu'ils rembourseront sur la base de leur supplément de revenus. » Et on a vu tout à l'heure, l'investissement éducatif, c'est rentable pour les individus. Donc, si on accepte les quelques pourcents qui ont des rendements négatifs liés à un risque particulier, voilà, faut pas s'en faire. C'est une question qui n'a pas de sens parce ils peuvent accéder aux prêts et financer leurs études de cette manière. Alors, ce que va répondre l'autre beau-frère, le beau-frère rouge, que vous voyez dans l'élément 4, c'est « Mais tous les étudiants n'ont pas accès de la même manière au marché financier. Ils n'ont pas accès de la même manière aux banques. Ils ne vont pas avoir le même taux d'intérêt. Ce sera peut-être plus compliqué. Il va falloir trouver des collatéraux, etc. etc. » Sur quoi ? Le beau-frère bleu va répondre « L'État peut se porter garant des prêts étudiants, distribuer des aides directes aux étudiants d'origine modeste, etc. etc. » Ce qu'on a aussi évoqué précédemment, qui transcende, entre guillemets, les deux derniers quinquennats. Et l'autre élément donc, qui va jouer dans ces échanges imaginaires entre deux beaux-frères, c'est « Mais si la gestion privée des prêts est peu efficace et les rendements publics très importants, les rendements publics et les externalités très importants, autant tout financer par la collectivité. » C'est la question de l'épaisseur du trait. Si vous avez beaucoup de rendements publics et beaucoup d'externalités, que le marché est peu efficace et qu'il y a beaucoup une forte acceptabilité de l'impôt, pourquoi s'embêter, autant tout financer. Donc vous voyez que la question finalement elle est très contextuelle et il y a eu des réponses différentes dans les pays. En Suède par exemple, il n'y a pas de droit d'inscription. Ça peut s'expliquer parce que justement le niveau de redistribution est très important, il y a beaucoup d'impôts, finalement il n'y a pas beaucoup de différence, donc pourquoi se fatiguer à faire des droits d'inscription, c'est pas ça qui va compter. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de prêt.
les prêts vont porter sur les frais de vie en Suède, et pas sur les droits d'inscription. Parce que là, on estime que quelqu'un qui va reprendre ses études plus tard, il va être à la charge de la collectivité, donc on va l'aider avec des bourses, mais aussi avec des prêts. Et les discussions politiques en Suède, c'est pas de savoir c'est ce qu'on met ou non dans les droits d'inscription, c'est quelle part de bourse, quelle part de prêt pour les frais de vie. Le curseur a bougé selon les majorités depuis l'après-guerre. C'est vraiment des questions centrales. Donc voilà, le point que je voulais souligner, c'est ça. On a vu un petit peu comme on pouvait l'illustrer avant, c'est qu'en fait, ces questions-là, elles renvoient vraiment à l'épaisseur du trait. Où est-ce qu'on en est? Quel est le contexte? Et alors, évidemment, après, il y a des discussions sur est-ce que les marchés sont efficaces, est-ce que les banques sont efficaces, qu'elles peuvent sélectionner les risques, etc., de manière intéressante ou pas. Voilà. Mais d'un point de vue institutionnel, il y a ces éléments-là qui sont vraiment centraux. Voilà. Et en fait, on pourrait recommencer ce débat, parce qu'une fois qu'on a parlé en général, on va pouvoir aller en particulier et revenir en disant oui, mais alors, d'accord, mais si je pense juste aux polytechniciens qui, en plus, sont payés en investissement très important, eux, ils n'ont pas de risque, qu'est-ce que tu en penses? Et on repart depuis le début. Ils ont une rente. Oui, mais si jamais on met des frais d'inscription, ce sera plus accessible, etc., etc. Donc vous pouvez toujours recommencer cette boucle indéfiniment, la question étant d'arriver à en sortir, de trancher. Donc quelques éléments de réponse à ces questions. Moi, le sentiment que j'ai, enfin, c'est un peu plus qu'un sentiment, c'est qu'il y a des liens très ténus, très faibles entre la démocratisation, ça veut dire l'accès de tous à l'enseignement supérieur, et les droits d'inscription. Et je peux illustrer ça avec deux exemples. Le fait que on a supprimé les droits d'inscription en Australie en 1973 et en Irlande en 1996, c'est ce que dit la dernière partie, ce qu'explique le dernier encadré du diapo, avec dans l'idée de rendre plus accessible l'enseignement supérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on s'est privé de ressources, parce qu'on a supprimé les droits d'inscription. Bon, ce n'était pas des ressources énormes, mais on s'est privé de ressources publiques, et en même temps, ça n'a pas joué sur le taux d'accès des plus défavorisés. Pourquoi? L'explication, c'est que tout se joue avant. Vous savez bien que pour arriver au niveau bac et pouvoir continuer dans ses études, il faut avoir réussi avant, et les plus défavorisés sont défavorisés déjà avant. Donc les droits d'inscription, c'est pas la principale limite à la poursuite de ces effets-là. Donc c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que mettre des droits d'inscription en place et les retirer, finalement, ça ne va pas jouer sur l'accès. Alors ça peut être plus ou moins agréable ou désagréable pour les étudiants, qui vont avoir à payer ou non, mais ça ne joue pas sur cette enfin, ça dépend du niveau, mais en tout cas, dans l'expérience irlandaise et australienne, on verra après l'effet de l'augmentation des droits d'inscription en Australie, ça n'a pas joué sur les particularités d'accès et les différences d'accès selon l'origine sociale. Peut-être donc la dernière question sur laquelle on va passer rapidement si on veut pouvoir échanger un petit peu. Donc la dernière question, c'est peut-on conjuguer justement l'augmentation des droits d'inscription et l'absence de surendettement étudiant? On va passer très rapidement. On va regarder si on a les résultats très vite et puis on va enchaîner. Voilà, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a répondu et ça fait du 100%. Peut-on conjuguer l'augmentation des droits d'inscription et l'absence donc de surendettement? Quelques éléments de réponse. Donc la question, c'est de savoir si techniquement, il existe quelque chose entre l'éducation supérieure gratuite financée par la collectivité, par les impôts, par le contribuable, et l'éducation financée par les étudiants et ou leurs familles. Alors, le premier élément de réponse qu'on peut fournir ici, c'est oui. Il existe au moins 3 types de dispositifs qui sont gratuits au point de fourniture du service d'éducation. Ça veut dire que vous ne payez pas les droits d'inscription quand vous entrez dans l'éducation, dans le système d'enseignement supérieur. Donc gratuit au point de fourniture du service, non financé intégralement par le contribuable. Donc ça veut dire que vous allez payer après, selon des modalités différentes. Donc il y a un petit tableau pour vous résumer ces 3 types de dispositifs. Bon, alors, les prêts à remboursement contingent en revenus,
les parcs. Vous avez l'impôt étudiant, qu'on appelle aussi la redevance étudiante. En fait, le terme anglais, c'est graduate tax. Et le contrat de capital humain. Qu'est-ce que c'est que tous ces dispositifs? Alors, vous avez des éléments de définition dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, vous avez les références des auteurs économiques qui traitent de ces questions. Et dans la troisième ligne, peut-être qu'il y aura, je ne vais pas trop développer, mais on pourra, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus après, ou si vous avez des remarques, on pourra revenir dessus après. Quelques expériences historiques, entre guillemets, de mise en place de ces dispositifs. Donc le prêt à remboursement contingent aux revenus, en général, il a été mis en place avec les droits d'inscription, on met les deux en même temps. Donc après le diplôme, les annuités de l'ancien étudiant sont contingentes à son revenu courant. Donc ça veut dire que l'annuité n'est pas définie à l'avance, elle est définie au moment après cette étude. Chaque année, on regarde les revenus, et comme pour l'impôt sur le revenu, en dessous d'une certaine tranche, on ne paye rien, et puis au-dessus, on va payer un pourcentage sur cette tranche, et ce pourcentage est progressif. Donc ça, il y a un effet de progressivité avec le revenu de l'annuité, donc qui va varier en fonction des revenus de l'étudiant. En gros, on ne paie pas quand on est au chômage, on va payer moins quand on est au chômage, plus si on a une promotion et qu'on gagne beaucoup, ou qu'on a des revenus exceptionnels une année, etc. etc. L'impôt étudiant, donc c'est après le diplôme, l'ancien étudiant paie un impôt supplémentaire lié au fait qu'il est diplômé et conditionnel à son revenu courant. Donc là, c'est la même chose, en fait. Vous avez un impôt qui se surajoute à l'impôt courant. Les contrats de capital humain, c'est des choses un peu différentes. C'est après le diplôme, l'ancien étudiant paie une part de son revenu courant au prêteur pendant un certain temps. Donc c'est l'idée que vous avez une entreprise qui va vous avancer de l'argent et vous vous engagez à payer une partie de votre revenu pendant quelques années après. Voilà. Donc c'est plutôt un métier de banquier ou d'assureur, ça va plutôt un métier d'assureur d'ailleurs. On va calculer ce que ça peut rapporter, quelles sont vos chances de gagner temps, etc. Et on peut le pricer, comme on dit, lui donner un prix. Et donc lui donner un taux d'intérêt et vous dire à quel taux d'intérêt on peut vous proposer ça et vous proposer un dispositif pour vous financer. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est... Rapidement, les expériences. Sur les prêts remboursements contingents, la grande expérience, c'est l'expérience australienne, qui est une expérience au niveau national. On peut dire qu'après, les États-Unis sont un peu à la traîne sur ces questions-là, et même si ça s'est un peu amélioré ces dernières années, mais leur dispositif de parc n'a pas très bien marché jusqu'à maintenant. Le Royaume-Uni, il y a plusieurs phases. Si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus. J'essaie d'avancer un petit peu pour qu'on traite de ces questions. Sur l'impôt étudiant, en fait, c'est le seul de ces dispositifs qui n'a pas été mis en place, nulle part. Par contre, ça a été proposé au Royaume-Uni par le NUS, c'est-à-dire le syndicat principal des étudiants, le syndicat étudiant, et ça avait été repris à l'époque par la plateforme du Labour, par le shadow gouvernement, c'est-à-dire par l'opposition, comme programme à mettre en place une fois qu'ils arriveraient au pouvoir, avant la prise en main de la partie la plus à gauche du Labour, donc avant l'arrivée de Corbyn à la tête du Labour, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du Royaume-Uni. Donc c'est une proposition qui n'est donc plus d'actualité, mais qui avait été un moment dans le programme, dans l'agenda du Labour britannique. L'autre élément, en fait, c'est un ensemble de boîtes qui ont été montées et qui construisent ce type de dispositif, c'est-à-dire qui prêtent de l'argent et qui financent les études et récupèrent de l'argent après sur les salaires, sur les revenus des étudiants. Donc vous voyez qu'il y en a quelques boîtes qui ont été montées en Europe. Le grand auteur, entre guillemets, sur ces questions, c'est Palacios, qui a lui-même monté une boîte en Amérique latine. Et vous avez aussi de boîtes historiques, entre guillemets, aux États-Unis sur ces questions. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre l'Oberton School, donc peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est une école qui est très technique, d'ingénieurs montée par des Français aux États-Unis, et qui met en place ce concept, donc c'est-à-dire qui finance, enfin qui ne fait pas payer ses étudiants, mais qui, dans le contrat qu'elle passe avec les étudiants, c'est qu'ils s'engagent à payer une partie de leurs revenus, qui sont censés être mirobolants, après leur diplomation pendant un certain nombre d'années. Donc c'est typiquement des idées en termes de capital humain, et ça renvoie un petit peu en miroir au Yale Plan, donc au plan de Yale, de l'université de Yale, une université prestigieuse aux États-Unis, qui avait mis en place des parcs
Donc c'est prêt remboursement contingent dans les années 70 qui n'avait pas très bien marché à l'époque. Donc je trouve que c'était intéressant de mettre ces deux éléments en miroir, sachant que là on est sur des établissements d'enseignement qui mettent en place ce dispositif et pas ni des boîtes ni l'État. Voilà. Donc là, rapidement, les différences entre ces dispositifs. Bon, j'en ai dit 2 mots. Hein, la principale différence entre l'impôt sur les étudiants, l'IE et les contrats de capital humain, c'est le statut du prêteur. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est une entreprise? Au niveau national, les parcs peuvent être similaires à un impôt étudiant. Selon l'état du calcul, finalement, est-ce que vous mettez ou non un moratoire, c'est-à-dire est-ce que vous donné un âge à partir duquel vous ne payez plus des prêts? S'ils ne sont pas remboursés, c'est pas grave, on arrête, on efface votre dette. Dans ce cas-là, ça va se rapprocher d'un contrat de capital humain ou même d'un impôt étudiant. Donc en fait, quelque part, au-delà des types de dispositifs, pour l'étudiant, le diable est dans les détails. Comment est structuré le schéma de remboursement? C'est ça ce qui fait vraiment la différence. Quel est son degré de progressivité et à quel taux, comment vont s'échelonner les remboursements, comment ils vont s'adapter au niveau du revenu, avec quelle flexibilité. Donc ça, c'est des questions qui sont... donc tout ça pour insister sur le fait que d'un point de vue pratique, c'est bien les détails qui vont compter, et pas tant le type de dispositif qui relève plutôt de la philosophie, enfin, du point de vue de l'étudiant. Donc en conclusion de cette présentation, le point sur lequel je voulais insister, et que j'espère on va pouvoir discuter un petit peu, c'est que le fait d'être pour ou contre un système d'enseignement supérieur financé par le contribuable ne clôt pas le débat. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait plein de possibilités, plein de manières d'avancer entre guillemets sur ces questions, au-delà de ce oui/non qui me paraît un peu délétère et pas constructif pour la suite des débats sur le financement d'enseignement supérieur. Bon, alors la dernière phrase prêche entre guillemets pour ma chapelle, puisque peut-être que vous le savez, mais j'ai travaillé sur la question des parcs. L'EDEC met en avant ces questions-là dans le débat public, donc on a une préférence pour les parcs à l'EDEC. Donc la dernière phrase vous dit la place que pourraient prendre les dispositifs de financement en cycle de vie, et notamment les parcs, devrait être plus discutée. C'est ce qu'on essaie de faire à l'EDEC depuis déjà quelques années. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, place justement à l'échange. Est-ce que quelqu'un veut attaquer directement, poser une question directe, ou est-ce que je pose... Il y a eu des questions posées par SMS. Allez, je pose peut-être la première. Une des questions qui sont revenues très régulièrement, et c'est notamment la question numéro 8, sur le lien entre le financement de l'enseignement supérieur et l'impact direct sur la performance des étudiants et des chercheurs. Est-ce que ça a un lien direct? Alors, sur le lien entre le financement et la performance des étudiants, c'est des choses qu'on va retrouver dans le débat français. Dans le débat français, enfin, pas dans le débat français, mais dans le débat français, il y a l'idée que si on augmente les droits d'inscription, les étudiants vont travailler pour quelque chose, donc ils seront plus motivés, ils viendront vraiment aux examens, ils seront... Bon. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas le point le plus important. C'est sûrement un point intéressant, on peut le creuser, mais alors, il y a les études que j'ai en tête pour dire que c'est pas un point si important que ça, c'est des expériences qui contribuent notamment à regarder ce qui se passe quand on tire aléatoirement, entre guillemets, on offre aux étudiants gratuitement des services de soutien ou d'aide, et on regarde en les rendant payants, est-ce que ça change quelque chose sur leur comportement, etc. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de... Le fait de rendre payant ou pas, ça change pas globalement le comportement vis-à-vis de ces services d'éducation. Donc c'est des expériences, hein, c'est pas... Donc ce qui ne veut pas dire que ça marche partout, que c'est généralisable, qu'on peut le... Mais j'ai tendance à penser que c'est un point secondaire des questions de financement et donc de performance des étudiants. Enfin, pour moi, c'est pas le point le plus important. Il me semble que les points les plus importants, c'est les points d'équité et d'accès à démocratisation, d'accès à tous à l'enseignement supérieur. Alors une réaction en public? C'est très compliqué. Bonjour. Alors en fait, je suis un ancien diplômé étudiant étranger et je voudrais savoir quel est l'intérêt pour une université française le fait d'avoir recruté un étudiant étranger, sachant que j'ai passé par plusieurs tests
pour avoir un avis favorable d'une université française, et notamment sur le plan financier. C'est-à-dire ils m'ont exigé d'avoir une certaine somme pour arriver là, sachant que cette somme, elle n'est pas déboursée complètement par l'université. Donc j'ai payé juste une somme de 500 ou 600 euros par an. Et le reste, c'était pour garantir un certain cadre de vie durant toute l'année. C'est-à-dire la question, c'est quoi l'intérêt pour une université française pour recruter c'est pas un recrutement, mais attirer des étudiants étrangers. Pourquoi est-ce qu'on mise effectivement sur voilà. les étudiants étrangers en France? Alors, j'allais dire qu'en fait, la question d'étudiants étrangers, elle a plusieurs dimensions. Elle a une première dimension qui est le lien avec la francophonie. Et quelque part, le fait que, enfin, ce sont les étudiants francophones, notamment d'Afrique et d'Afrique du Nord, viennent en France. Ils bénéficient entre guillemets de tarifs du même ordre que les étudiants français. Hein, ça dépend des universités, ça dépend mais globalement, c'est partie d'une politique de coopération. Et en tout cas, ce qui me paraît, enfin, moi, mon point d'économie, c'est plutôt de dire que ces éléments-là relèveraient plutôt d'une politique de coopération, hein, et que ça devrait pas faire partie des missions des universités qui ont déjà comme mission d'accueillir tous les étudiants français dès qu'ils ont passé le bac, quoi. Donc, ma remarque serait plutôt de vous dire que l'intérêt, ça relève de la politique de la coopération. Moi, il me semble que c'est important de ce point de vue-là, il faut pas laisser tomber cet aspect-là pour le rayonnement étranger, le rayonnement de la France à l'étranger et surtout du français à l'étranger. Merci. Alors, l'EDEC, c'est une entreprise privée, on est bien d'accord. Vous avez parlé de droits d'inscription tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me donner la fourchette des droits d'inscription en France, s'il vous plaît, et les droits d'inscription de l'EDEC? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, on sait que le taux d'abandon des études en France se situe, après la deuxième année du cursus, est de 50-55%. Quel est le taux d'abandon à l'EDEC, s'il vous plaît? Alors, je suis malheureusement pas l'administrateur ni responsable pédagogique à l'EDEC, donc je peux pas vous répondre, mais je pense que vous pouvez... je ne peux pas vous répondre directement, j'ai pas les chiffres là-dessus. Je suis chercheur à l'EDEC et pas enseignant, en tout cas pas responsable non plus de filière. Mais après, sur la fourchette de droits d'inscription, effectivement, en France, elle est très large. Et ça renvoie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la question du mode de financement. Est-ce qu'on choisit de financer en partie via les droits d'inscription, ou est-ce qu'on choisit de financer via des différents dispositifs du contribuable? De fait, en France, il y a déjà plusieurs systèmes. L'essentiel du système, c'est un financement qu'on va qualifier de très faible. Les droits d'inscription ne sont pas nuls, mais ils sont très faibles. En tout cas, sans lien avec le coût. Effectivement, le secteur privé, alors moi j'aurais tendance à dire à but non lucratif pour l'EDEC, qui est une association de 1901, donc pour ces établissements, la logique c'est de trouver des financements. Bon, et comme tout le secteur de l'enseignement supérieur, les financements sont difficiles à trouver en temps de crise du côté des entreprises. Les financements sont difficiles à trouver en temps de crise aussi quand le budget de l'État se resserre et il y a des arbitrages sur les différentes dotations peuvent jouer de manière défavorable pour le privé. Donc voilà, ma réponse à votre question, c'est plutôt de vous dire que oui, il y a plusieurs systèmes en France. De fait, je suis pas sûr qu'il y ait des vrais choix politiques dans ces questions. Je pense que le statu quo est délétère, encore une fois, et qu'il faudrait un peu préciser pour les politiques publiques, pour la STRANES, comment elle se positionne comment positionner une stratégie nationale vis-à-vis du privé à but lucratif, dont on n'a pas forcément des bons retours. Alors, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est éviter à tout prix la situation américaine, qui est une situation dans laquelle on a un privé à but lucratif qui a
donc on va dire très peu normé, avec très peu d'éléments, très peu de labels de qualité qui ont été qui s'est développé et qui a diplômé des étudiants très chers et qui ne trouvent pas, qui ne vont pas trouver un salaire équivalent sur le marché du travail permettant de rembourser la dette, avec des effets très négatifs sur des faillites personnelles, puisque c'est possible aux États-Unis. Je pense que ces questions-là, alors c'est une question qui a hanté les États-Unis et la mise en place des parcs. Donc je pense que c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête, hein. L'expérience américaine qui date de 93, en fait, c'est la réforme des prêts Stafford de Clinton. C'est donc Clinton qui participe au plan Yale, veut mettre en place des dispositifs de pré-remboursement contingent de revenus. Et au départ, ce qu'il a en tête, c'est plutôt quelque chose qui va consister, enfin, qui est de dire, les étudiants s'endettent, ils refusent de travailler dans le public ou dans le social, notamment les étudiants en droit, pour rembourser leurs prêts. On va leur ouvrir la possibilité de faire autre chose. Et de moins avoir à trouver forcément un salaire élevé pour rembourser leurs dettes. En fait, ça n'a pas du tout marché. Alors, il y a plein de raisons, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, mais les taux d'accès, c'était genre 1%, hein, donc c'était vraiment très faible. Maintenant, ces dernières années, il y a une augmentation des étudiantes, une augmentation des faillites et personnel étudiantes, et ces questions des parcs sont revenues au cœur des débats. Alors, à la fois du côté des gens, on va dire, plus à gauche, hein, comme Stiglitz, ou je parle des économistes, ou des gens plus à droite, comme Gary Baker, qui vont tous les deux, sur des registres différents, mettre en avant ces parcs et insister sur l'idée qu'il faut mettre en place des dispositifs de remboursement contingent de revenus pour ne pas mettre les étudiants dans des situations de faillite personnelle. Donc là, on est passé maintenant, je crois, à un taux un take-up, donc un taux d'accès à ce type de dispositif, donc des paiements en fonction du revenu, de dispositifs de paiement des unités en fonction du revenu de l'ordre de 20%. Donc ce chemin-là est en train de se faire aux États-Unis. Je pense qu'ils sont partis du mauvais côté. Ils sont partis d'un niveau où en fait on a pensé que c'était un marché rentable. On a laissé se développer un système où il n'y avait pas d'information pour le consommateur. Parce qu'encore une fois, le consommateur ou l'étudiant, hein, là j'emploie comme c'est un secteur à but lucratif, j'emploie à dessein un terme de marketing, sans information pour le consommateur, et notamment sur les débouchés. Et c'est ça la difficulté. Et encore une fois, les parcs sont un élément de reprise en main du système. Mais ça ne se fera qu'avec une clarification de la qualité, entre guillemets, des formations, c'est-à-dire ce sur quoi elles débouchent. En France, on est encore loin de ça aussi. Les universités n'ont pas vraiment de dispositif pour suivre leurs étudiants. Donc je pense que au-delà des droits d'inscription, et ce large panel avec des politiques très différentes. On l'a vu à Sciences Po, l'EDEC a sa propre politique, qui n'est pas... Voilà, on est d'accord, les inscriptions sont très élevées à l'EDEC, ça, c'est pas... Mais encore une fois, les modes le financement, j'allais dire, une formation de qualité, c'est coûteux. Et il faut se positionner sur ce marché de l'éducation du supérieur et savoir qui finance quoi et comment on dégage des financements. Pour compléter, oui, donc je voulais dire que finalement on sait assez peu de choses sur les étudiants des universités et tout l'enjeu, même si c'est censé accompagner l'autonomie des universités, on ne sait pas grand-chose sur le devenir des étudiants. Et un des enjeux majeurs et qui va avoir c'est un enjeu aussi financier, comment on va organiser le suivi et l'évaluation de la qualité des différentes formations. Donc ça, ce sera vrai pour le secteur lucratif, pour le secteur non lucratif privé et pour le secteur public. Je pense que c'est vraiment des points importants dans les années à venir. Et de mon point de vue, on ne trouve pas d'éléments, on va dire, convaincants sur le mode de règlement de ces questions dans la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, dans la STRANES. Alors effectivement, on a parlé du financement. Je vais juste conclure, avant de vous remercier, sur une chose, c'est qu'avant tout, on est dans un pays justement qui nous permet à tous de faire des études, d'avoir un niveau de connaissance, et je crois qu'il n'y a pas d'économie à faire sur la connaissance, et que c'est ce qui nous constitue tous en tant qu'individus, et que si on veut une grande économie, il faut des grands individus. Merci beaucoup à vous d'avoir
participer à ce cycle de conférences qui se clôture ce soir. Pour poursuivre les travaux de l'EDEC, vous retrouverez évidemment cette conférence sur Internet puisqu'elle a été filmée. Elle sera mise en ligne d'ici quelques semaines. Et puis, vous n'hésitez pas, il y a une newsletter qui permet de suivre les travaux de ce pôle de recherche qui nous a animé ce cycle de conférences et qui nous permet d'avoir accès à l'économie, de nous la rendre intelligible. Encore merci à l'EDEC, merci au CUM et à la ville de nous accueillir. Et puis vous retrouverez évidemment tout ça, toujours les pages économiques dans Nice Matin, parce que ça nous tient à cœur d'avoir ce décryptage et on est persuadé que ça nous fait un partage de richesses tous ensemble. Merci beaucoup. Merci.